Lors de notre précédente émission, nous avons évoqué la formation au Sporting, ce qui a eu pour effet de faire réagir pas mal de monde au club, et entre autres les éducateurs et le président de l'association Sporting Club de Toulon. Celui-ci a pris contact avec nous, souhaitant un droit de réponse pour pouvoir évoquer tout ce qui était fait au club. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Yann Bodenès, président de l'association du Sporting Club Toulon. C'est maintenant. Alors, avant de donner la parole à Yann, très vite, moi, je fais un petit, entre guillemets, mea culpa. Alors, bon, a priori, j'ai un peu... il y a eu une erreur, moi, concernant les 15. Elle ne doit pas être très grave, hein, parce que malgré tout, je sais que c'est comme je le disais à l'émission, c'est une catégorie où on a buté très longtemps. La situation que j'ai évoquée, c'était en février 2019, et je crois, et je suis même sûr qu'à la fin de cette année-là, on n'était pas monté, c'était hier qui était monté. Donc il reste 1 an et demi. Entre-temps, il y a eu une refonte et tout. Bon, on m'a dit que non, maintenant ça va mieux, la génération est bonne, ils sont premiers, bon, j'ai peut-être fait une demi-faute, mais dans l'ensemble, elle n'était pas si grande qu'on a bien voulu me le dire. Mais je laisse la parole à Yann. Yann. Allez, Yann. Bonjour tout le monde. Bonjour Yann. Oui, ce qui m'a fait réagir, c'est l'erreur qui a été faite sur la catégorie U15, parce qu'en plus, j'ai regardé l'émission une nouvelle fois hier soir. Ça a quand même été dit 3 fois dans l'émission. Et puis après, c'est sur l'ensemble de ce qui a pu être dit, que ce soit par vous ou vos invités, sur l'évolution de l'association, ce que je disais tout à l'heure en off à Nico, c'est que j'ai l'impression que si on termine notre émission la semaine dernière, on a l'impression que depuis 10 ans, le club n'a pas avancé, et surtout qu'il ne se passe rien, que ce soit en termes d'encadrement, en termes de formation, en termes d'approche, même au niveau sportif. Donc voilà, on a le numéro de téléphone de Manu, on a eu un échange téléphonique, et puis voilà, moi c'est vrai que je me suis proposé de venir vous parler, parce que visiblement, on n'a sans doute pas assez communiqué pour montrer, mettre en avant tout le positif qui est. Alors, effectivement, hein, tout n'est pas parfait, on a du travail à faire, mais il y a du travail qui est fait par l'ensemble des acteurs du club. Ouais, parce que c'est vrai que au niveau du projet club, on a entendu parler de pas mal de choses, mais ça commence à remonter. C'était au moment de votre prise de poste, hein, quand a eu lieu le relais entre Guillaume Deville et vous, où entre autres on a entendu parler de chambres pour héberger des jeunes. Donc par exemple, ça c'est le genre de choses qui a été évoqué, mais en fait on ne sait pas si ça s'est concrétisé. Alors, le projet de réouverture des chambres, donc oui, effectivement, donc c'est pas lié à mon arrivée à la présidence de l'ASSO, hein, c'est quelque chose que le club veut faire depuis des années. C'est vrai, par contre, qu'on a pas mal avancé. Donc, malheureusement, avec la crise sanitaire que l'on traverse depuis maintenant 1 an, ça a pris un petit peu de retard, mais c'est un projet qui va voir le jour. On a encore vu l'adjoint au sport, Laurent Bonnet, cette semaine. Donc, après, ça sera à la mairie d'annoncer à quel moment ça va être réalisé, mais c'est en cours, et moi j'ai très bon espoir pour que ce soit fait avant la fin de mon mandat, qui se terminera la fin de saison prochaine. Mais oui, c'est bien sûr que c'est un projet qui va nous permettre d'avancer. Maintenant, par rapport à l'hébergement des joueurs, on n'a pas attendu, quand même, le club n'a pas attendu que les chambres soient rénovées. On travaille avec le foyer des jeunes travailleurs en centre-ville. À Toulon, centre-ville. Voilà, où on a cette année encore 14 jeunes qui sont hébergés parce qu'ils n'habitent pas dans notre région, pour évoluer notamment dans la catégorie phare qui sont les 19 nationaux. D'accord. Et j'ai lu aussi quelque chose concernant un conseil des sages. Vous pouvez nous en dire plus avant qu'on aborde purement le volet sportif et le projet club chez toutes les catégories qui incombent à l'association Sporting? Oui. Alors, le comité des sages, il a été mis en place justement l'année où j'ai pris la succession de Guillaume Deville et de Marc Chiapello. Parce qu'à l'origine, à la fusion, il y avait une coprésidence entre un ancien du GLAS et quelqu'un du Sporting. Guillaume Deville du Sporting et Marc Chiapello du GLAS. Marc Chiapello a souhaité prendre du
recul. Et puis, il fallait donc, c'était prévu dans la convention avec la mairie qu'à l'issue des 3 premières années, il y ait une seule tête à la présidence de l'association. Donc, on me l'a proposé. C'est vrai que moi, ça m'a un petit peu surpris. J'étais volontaire pour rentrer au comité directeur. Après ma carrière d'entraîneur, je voulais passer à une carrière de dirigeant, on va dire. C'était peut-être un peu tôt, mais bon, moi, de toute façon, je voulais participer au développement du club, donc voilà, j'ai pris cette responsabilité. Donc, on a mis, donc à la demande donc des dirigeants, de mes prédécesseurs et aussi de l'actionnaire majoritaire, il a été mis en place un comité des sages qui est constitué par des personnes donc de la société civile. Donc, on a un avocat, enfin un ancien avocat, on a quelqu'un qui siège au conseil prud'homal, on a un ancien fonctionnaire de police, un chef d'entreprise, qui ont pour point commun d'aimer le football et d'aimer le sporting, et qui nous apportent des éclaircissements quand on a des cas un petit peu épineux. Voilà, donc ils sont garants, et comme ça, pour nous, ça nous fait une caution morale avant de prendre des décisions qui, des fois, ne sont pas faciles à prendre. Bien sûr. Et justement, par rapport à ces personnes que vous évoquez dans ce Conseil des sages, sont-ce des personnes qui, par exemple, peuvent intervenir auprès des équipes jeunes? Je ne sais pas, par rapport aux droits, par exemple, par rapport aux droits et devoirs, si je pense à la police, à un avocat ou au monde de l'entreprise, parce qu'une carrière de footballeur, c'est peut-être compliqué. Enfin voilà, tout ça. Est-ce que ces gens-là peuvent intervenir auprès des jeunes, par exemple dans le cadre de stages? C'est pas quelque chose qu'on a déjà fait, mais si jamais on était sollicité, on pourrait éventuellement leur demander. Je pense que oui, ça c'est quelque chose qui est parfaitement envisageable. Leur fonction principale, c'est si jamais on a un problème de discipline, de comportement. On a une commission d'éthique au sein du club. Mm-hmm. Qui se réunit de moins en moins souvent, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que tout le monde se comporte de mieux en mieux. Et par contre, voilà, si on a des débordements qui sont trop importants, évidemment, on peut faire appel à eux. D'accord. On attaque un petit peu le volet sportif, puisque, en gros, l'association, vous occupez donc des équipes jeunes, donc de l'école de foot, jusqu'à la réserve, mais aussi des féminines. Donc, voilà, si vous voulez nous expliquer un petit peu. Un petit bilan. Un état des lieux. Un état des lieux, voilà, plutôt. Alors, on a effectivement une section féminine. On a également, depuis l'année dernière, mais surtout cette année, on a eu l'intention de développer une section futsal également. Très juste. Alors, l'association, oui, effectivement, l'association, du fait que le club ne soit pas encore au niveau professionnel, ça représente 90% du club, puisqu'il n'y a que la SASP, en fait, c'est uniquement les salariés de l'équipe première, que ce soit le staff, le personnel administratif ou les joueurs. Donc, c'est au jour d'aujourd'hui environ 830 licenciés. Donc, on a perdu une centaine de licenciés par rapport à l'année dernière. On pense que c'est surtout lié à la crise sanitaire, parce que c'est surtout chez les tout petits où on enregistre beaucoup de licences. On continue à enregistrer beaucoup de licences entre la période les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. Comme on a vécu un deuxième confinement, évidemment qu'on n'a pas eu de nouvelles licences dans les toutes petites catégories. 55 équipes, associations, c'est beaucoup d'équipes. Mais il faut savoir, parce que dans votre émission, il a été dit qu'on cherchait à faire du chiffre. Donc je reprends un petit peu ce que j'ai pu entendre. Donc on en avait 600 et le club est passé à 200 de plus avec ce Culas. Mais ça, je pense que personne ne peut le reprocher, parce que c'était quand même prévu dans la convention, que personne, par la mairie, que personne reste sur le carreau. Moi, je ne le reproche pas. D'ailleurs, je n'ai jamais reproché cette politique, personnellement. Voilà, donc après une association sportive, bien sûr, que j'ai entendu parler dans votre émission qu'on doit faire de l'élite, et c'est vrai que si on veut être leader sur le plan ne serait-ce que départemental, c'est sûr qu'on doit avoir des équipes d'élite, mais on a pris la volonté du club, c'est d'avoir des équipes d'élite, et aussi de ne refuser personne. Vous savez, moi j'étais dans d'autres clubs, vous en avez un petit peu parlé, mais avant d'être au Sporting Club Toulon, j'étais responsable technique à la Valette, et quand on refusait un enfant, je peux vous dire que la municipalité n'était pas contente. Donc voilà, on a quand même une vocation sociale, on est implanté dans des quartiers où il y a une forte proportion de jeunes joueurs qu'on ne peut pas laisser sans leur donner la possibilité de pratiquer. Donc le Sporting, en ce sens, répond parfaitement à la vocation sociale. D'accord. Donc
Pardon. Après, ensuite, par rapport au club, si vous voulez, on peut parler des éducateurs, parce que il a été aussi dit dans l'émission un propos à un certain moment, dans quelle division jouent les équipes et avec quels éducateurs. Alors, c'était des questions qui étaient posées par un de vos invités. Donc bon, si ça va être l'occasion de répondre à cette interrogation. Alors, une petite parenthèse, les deux personnes que vous avez eues comme invités, je les connais, je les respecte profondément et j'ai d'excellents rapports avec eux. Je ne suis pas venu régler des comptes avec ces personnes-là. C'est vraiment pas du tout mon but. J'ai été un peu surpris, des fois des questions posées et des choses avancées. Donc c'est pour ça que voilà, j'aurai l'occasion, je pense, de leur répondre directement. Mais avant, je voulais le faire avec vous et aux gens qui nous écoutent. Alors, en termes d'éducateurs, faut savoir que les diplômes ont changé. Donc, et Roger, d'ailleurs, il est bien placé pour le savoir, puisque pour faire valoir son équivalence, il a été obligé de faire des stages notamment avec la commission technique du district du Var. Donc, il y a eu les brevets d'État enseignement, anciennement brevets d'État, en fait, ça ont une autre appellation. Il faut savoir qu'au club, au niveau auquel joue la plus haute équipe, on doit avoir ce qu'on appelle des DES, c'est les anciens brevets d'État deuxième degré. Alors, on a l'obligation d'en avoir un seul, et au club, on en a 3 cette année. L'année dernière, on en avait 5. On avait même un BEPF, puisqu'il fallait un BEPF pour être en national. Ce BEPF, c'est l'ancien troisième degré, que tout le monde comprenne. Donc ensuite, l'ancien brevet d'État premier degré, qui aujourd'hui permet d'entraîner jusqu'au niveau R1, parce que ça aussi, j'y reviendrai, mais les catégories, elles ne s'appellent plus comme elles s'appelaient avant. On a, nous, 13 personnes qui sont diplômées de l'ancien BE1, qu'on appelle BEF et BMF, donc c'est sur cette échelle-là de diplôme. On a aussi 25 éducateurs formés par des certificats de formateurs. Ça, c'est pour les catégories plutôt de jeunes. On a cette année signé 6 contrats d'apprentissage à des jeunes qui évoluent dans nos U19 et seniors, des contrats de BPGEPS, donc c'est pour devenir éducateurs sportifs. Ils sont en contrat d'apprentissage avec nous, on en a 6. C'est-à-dire que 3 jours par semaine, ils sont en cours à l'IMSAT, centre de formation, et 2 jours par semaine, ils sont sur les terrains, c'est eux qui encadrent l'école de football. Donc ça permet de faire la parenthèse par rapport à ce qui a pu être dit dans votre émission, où il a été dit, avant c'était les entraîneurs de l'équipe 1 qui venaient, les joueurs de l'équipe 1 qui venaient faire l'entraînement aux petits. Alors, je vais quand même dire que pour faire l'entraînement aux petits, on n'est plus il y a 30 ou 40 ans où on pouvait mettre des gens sans diplôme. Ça n'existe plus, c'est pas possible. Là, c'est pas faire des choses. Donc nous, on a choisi de mettre des jeunes joueurs que l'on forme. Donc je pense que ça, on ne peut pas nous le reprocher. Ensuite, on a, donc par rapport à ces 6 BPGEPS, on a aussi 2 éducateurs qui sont en formation BMF, donc ça portera notre chiffre à 15 diplômés anciennement au premier degré. On va organiser une session de formation qu'on appelle certificat de formateur interne avec le district du Var, la première semaine des congés scolaires, où on va avoir 15 éducateurs du club qui vont encore se former. Et on a samedi, donc après-demain, on va avoir 7 éducateurs qui vont suivre le module U6, U7. U6, U7, c'est les toutes premières catégories, la découverte du football à 5. Donc je pense qu'en termes de diplôme et de formation, il y a des choses qui sont faites, et voilà, je voudrais vraiment vous le préciser. Ensuite, comment est structuré le club ? Le football commence en U6, et donc le foot, on joue à 5, et jusqu'à U12, on commence à partir de U10, on joue à 10. Donc nous, on a mis un responsable du football U6 à U11, qui a le plus haut diplôme du club, c'est Marc Zanotti. Marc Zanotti, c'est un salarié du club, donc il est à temps plein au Sporting Club de Toulon avec l'association, il est en contrat de CDI avec l'association. Donc il est à disposition et c'est lui qui est en charge de mettre en place tous les éducateurs et d'assurer le suivi, à la fois le plan de formation des éducateurs, j'en ai un petit peu parlé, et également il est là tous les mercredis avec les éducateurs pour veiller à ce que les séances soient préparées, que le taux d'encadrement des enfants soit conforme. Alors j'ai entendu dans votre émission que on avait 40 à 50 joueurs pour un éducateur. Alors là, franchement, ça c'est un gros mensonge. Moi, j'invite à venir sur le terrain le mercredi. Hier matin, moi, j'étais là. Le taux d'encadrement, je peux vous dire qu'il est parfaitement respecté. On a des fois, pour 30 petits dans une catégorie, on a 4 éducateurs. Je crois que c'est moi, mais je ne crois pas que j'ai affirmé. Je dis peut-être qu'il manquerait. J'ai dit peut-être, parce que
Le postulat, c'était de dire un peu, on était plutôt dans la critique, peut-être un peu facile, bien sûr, parce que j'aurais pu rajouter des choses qui sont bien plus gratifiantes pour le club, hein, notamment qu'on est troisième au niveau PACA, hein, et ça, c'est un classement qui est... Là, j'aime, oui, c'est moi. On est troisième au niveau PACA et ça, c'est un classement qui se fait pas de briques et de broc et quand même sur lequel on peut quand même se fier parce qu'il y a de vrais barèmes, etc. Mais non, voilà, moi, c'était plutôt plus une interrogation qu'une affirmation quand j'avais évoqué cette piste-là parce que voilà, on sait que le club après, peut faire mieux. Bon, ça, une fois qu'on a dit ça, c'est sûr qu'on n'a rien dit, mais voilà, c'était un peu le truc. Après, moi, je suis entièrement d'accord. Le club peut faire mieux et notre objectif, c'est de faire de mieux en mieux. Donc, moi, mon propos aujourd'hui, c'est de dire ce qui est fait. Voilà, et juste de rétablir, voilà, bien sûr, de rétablir les choses. Alors, justement, pardon, Yann, je vous coupe, mais justement, le fait qu'il y ait près de 1000, enfin, qu'il y ait eu près de 1000 licenciés, quand on vise l'excellence, ce que beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gens se posent la question, et moi le premier, est-ce que justement avoir pléthore de joueurs n'est-il pas préjudiciable dans le sens où, enfin moi si je suis parent, que j'ai mon gamin au club, suis-je, comment dire, certain que celui-ci va pouvoir jouer tous les week-ends, ne serait-ce qu'un bout de match par exemple? Alors, j'ai entendu, donc c'est pas vous qui l'avez dit, mais j'ai entendu qu'il y avait une centaine de petits qui jouaient pas tous les week-ends. Roger. Non, mais alors, qu'il y ait des petits qui jouent pas tous les week-ends, c'est possible que ça arrive. Après, juste pour que les gens comprennent, si on prend les catégories à 11, donc 11 joueurs, 3 remplaçants, ça fait 14. Tout le monde peut comprendre qu'on ne fait pas une saison avec 14 joueurs. Il faut une vingtaine de joueurs. C'est ça. Allez, 18 si vous voulez. Donc, si vous avez 2, 3 équipes, on multiplie, on se retrouve très rapidement avec, si tout le monde est opérationnel, moi, dans mon club précédent, c'était le cas aussi. Après, c'est au club de faire la rotation et de permettre à ce que tout le monde joue. Voilà, c'est la première chose. Maintenant, honnêtement, si tous les week-ends, il y avait 100 personnes qui ne jouaient pas, je pense que j'aurais du monde dans mon bureau. Parce que vous vous doutez bien que quand il y a des parents qui ne sont pas contents, quand ils viennent, ben forcément, ils finissent dans mon bureau. Honnêtement, je ne dis pas que j'en ai jamais reçu un, parce que ça serait faux. Après, on a ça arrive. On doit travailler pour que ça arrive le moins possible. D'ailleurs, l'année dernière, c'est pour ça, quand on avait beaucoup de U11, on a créé une 5e équipe U11 pour permettre aux enfants de jouer. Voilà. Donc, la volonté. Après, il faut avoir, quand on crée une équipe, il faut avoir, ce qui a été dans votre émission, il faut avoir des éducateurs et il faut avoir la place de les entraîner. Les éducateurs font ce qu'il faut pour les avoir. Et après, par contre, les installations, on en a des installations. Maintenant, c'est sûr qu'on souhaiterait en avoir plus. Donc, voilà, chaque année, on demande des créneaux supplémentaires. On nous en a octroyé 2 cette année. Écoutez, ça va nous permettre de mieux travailler. Voilà. Mais c'est sûr qu'on a des améliorations à apporter, hein, bien entendu. Mais je pense qu'il y a quand même une réflexion qui est portée. On a un projet, après je vais vous en parler, par rapport au niveau élite. Parce que, voilà, de toute façon qu'on n'avait pas trop avancé. Donc, après, je reviendrai. Donc, je vous laisse poser les questions ou je continue, comme vous voulez. Vas-y, Yann, t'es bien parti. Ouais. Alors, bon, voilà, donc, là, pour moi, quand moi, je répète, dans les clubs où j'ai pu passer, souvent, le problème, c'est quand on a des éducateurs diplômés, c'est qu'on dit qu'il faudrait les mettre au tout petit, mais ils ne veulent pas y aller. Nous, on a la chance d'avoir Marc Zanotti qui est au Lucition, il est DES, il s'occupe de l'école de football. Je pense qu'en France, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Vraiment, ça, je le dis vraiment très sincèrement. Je suis content qu'on ait pu mettre ça en place depuis cette année. Ensuite, nos équipes, donc sur le jeu à 8 puis sur le jeu à 11, on a des éducateurs qui sont titulaires donc de l'ancien BE1 à partir des U13. À partir des U13, donc, où on joue au plus haut niveau, entre parenthèses. En U14, en U15, en U16, on joue au niveau régional et en U15, on joue au plus haut niveau qui existe. On est alors, parce qu'après, les niveaux maintenant, c'est plus, j'ai entendu parler de promotion d'honneur, de DHR et tout ça, ça n'existe plus. Le niveau départemental, on appelle D
Et le niveau supérieur, c'est le 1. Donc D1, c'est D2. régional. Voilà. Ensuite, on a un niveau régional, c'est R. On a le R1 et le R2. Et il y a eu une refonte donc, des championnats avec des montées maintenant générationnelles. Avant, vous aviez vos U15 au Sporting. Manu l'a dit, pendant quelques années, malheureusement, le club était au niveau départemental. Ça veut dire que vos U13, vous aviez beau avoir de très bons U13, quand ils passaient catégorie U15, puisqu'on avait des catégories sur 2 ans, eh ben, malheureusement, ils ne pouvaient pas jouer au niveau régional et souvent, on les perdait. Ils allaient jouer dans les clubs autour. Maintenant, depuis la refonte, pour avoir des 14, puisque maintenant c'est année par année, hein, c'est des 14, des 15, des 16, des 17, hein, jusqu'au senior, on a un niveau régional qui a été créé avec une catégorie à part entière. C'est sur dossier. Ça fait 2 ans que c'est mis en place. Il n'y a que 2 clubs varois qui ont eu 3 clubs, pardon. Il n'y a que 3 clubs, mais il n'y a que 2 clubs varois qui ont eu 2 ans de suite les U14 régionaux parce que c'est sur un dossier qui est monté au niveau de la Ligue Méditerranée. Et un dossier, ça correspond en fait à un audit sportif. Hein, si on regarde combien vous avez de licenciés, le taux d'encadrement de vos éducateurs. Est-ce que vous avez un label élite? Ça, je reviendrai aussi dans la discussion. Et on arrive, Fréjus et nous, ça fait 2 ans qu'on y est. L'année précédente, c'était hier qui était le 3e club. Cette année, ça a été la Garde. Donc, nous, on y est toujours. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait et depuis les tout petits. Sinon, on n'y serait pas. Donc, ensuite, on est au niveau 14. Et cette compétition de 14 permet d'avoir des 15 régionaux. Quand on a des 15, ce qu'on a cette année, puisque l'année dernière, on était en U14 et donc on a eu le droit d'être U15. L'année du 15, cette année, ce qui était prévu, c'était un brassage. Ça veut dire que sur 2 ans, il va y avoir une montée générationnelle. Si on finit dans les premiers à la fin de la saison U15, on va passer au niveau U16 R1. D'accord. Et en dessous, si on est au niveau R2, ou alors on redescend en départemental. L'année dernière, à cause du Covid, on était très bien placé au mois de mars, on était premier. À cause du Covid, on n'a pas pu bénéficier de la montée en R1, on s'est retrouvé cette année en U16 R2. Concrètement, ça veut dire R2, vous ne pouvez pas monter en 17 nationaux, parce que en R2, vous pouvez monter qu'en R1. Ça, tout le monde l'a compris. Donc, cette année, on avait ce projet-là avec notre éducateur, Johan Giraud, qui a été cité chez nous. Il était bien parti. Malheureusement, avec l'application d'un règlement très particulier dans notre région, on s'est retrouvé de premier, on est passé 3e. Bon, voilà, c'est comme ça, on accepte. C'est tant pis pour notre génération en 2005, qui était une bonne génération et qui n'évolue qu'en R2 cette année et qui ne pourra donc pas jamais, au moins au Sporting, évoluer en 17 nationaux. On est reparti avec les 2006, puisqu'on travaille par génération et le travail est bien fait depuis déjà plusieurs années. 2006, génération, très, très bonne génération chez nous. Donc là, ils sont dans le pool de brassage, ils sont en tête. On ne sait pas ce que ça va devenir, les championnats sont arrêtés. Donc, on ne sait pas. Donc, mais normalement, normalement, c'est sûr, on était être l'année prochaine en U16 R1. Et l'objectif, c'est que cette génération 2006 soit en 17 nationaux. Dans 2 ans. Et c'était très bien parti. C'est pour ça qu'on a repositionné Johan Giraud, qu'on considère qu'on avait fait venir pour faire sortir les U15 du département, ce qu'il a réussi à faire. Et pour amener cette génération, si on n'y arrive pas avec les 2006, si les règlements, on ne sait pas, s'ils décident de faire une année blanche, on ne sait pas, dans quelle division ça, on travaillera avec les 2007. La génération qu'a John Mendy, on travaillera avec les 2007. De toute façon, moi je trouve que cette réforme est très bien, c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler avec toutes les générations, on laisse personne de côté. Le travail, il est fait, et on finira pareil. Moi, je vous le dis, on finira pareil. On les aura. On aura les 17 nationaux, on aura les 19 nationaux, et puis après, j'espère les équipes élites régionales, en gros, dans les autres catégories. Voilà. Par contre, je vous ai parlé jusqu'au 16, et je vais pas me cacher, en 17 et en 18, on est au niveau départemental, et ça, malheureusement, ça constitue, c'est notre échec de la saison dernière. On n'a pas réussi à gravir les échelons. Le but, c'est de rétablir les choses, c'est-à-dire d'essayer. Cette année, en 17, en 18, d'accord. Donc cette année, en 17, quand le championnat s'est arrêté, on était à la seconde place, donc dans la course, parce qu'on a fait que quelques matchs, malheureusement. Et en 18, on va essayer, bien entendu, d'accord, on pourra forcément pas monter, mais notre objectif, parce que quand on est en 17 nationaux, si on se maintient, on y reste. Donc ça, c'est la particularité, c'est que les montées générationnelles, on est en 18, on peut monter en 19 nationaux, mais par contre, si on se maintient à son niveau,
Oui, c'est la division qui prédomine sur l'année de naissance ou la génération. Voilà, c'est la seule exception. Donc, quand on est en 17, en 19, c'est pour ça que nous, il faut qu'on y monte. Et quand on y sera, nos jeunes, après de 17, ils retomberont en 18, automatiquement en 18 régional. Et puis après, on passera en 19 nationaux si on y est toujours. Ou si on n'y est pas, ils pourront éventuellement rétablir en accédant eux-mêmes. Voilà. Donc, notre objectif, c'est d'avoir toutes nos équipes au niveau régional et d'avoir les 17 nationaux le plus tôt possible. Donc, on sait que pour nous, ça ne sera pas l'année prochaine, ça sera au mieux dans 2 ans, mais on les aura. De toute façon, on travaille pour ça. D'accord. Là, on a parlé des équipes jeunes et sous-entendu masculines. Au niveau des féminines, alors, les objectifs, c'est quoi? Sachant qu'on a eu une équipe féminine qui a évolué en D2. Alors, une équipe, oui, bien sûr, avec Marc Zanotti. Donc ensuite, Marc, ça faisait quand même quelques années, il avait émis le souhait de passer le relais, de travailler dans une autre section. Malheureusement, l'année dernière, il y a eu une erreur de casting sur le match qu'on a fait venir, donc on s'est trompé. Marc a été obligé de reprendre l'équipe pour essayer de la sauver. Ça a été très compliqué. On a vraiment vécu une année très très difficile au niveau senior. Par contre, au niveau des jeunes féminines, l'année dernière, ça s'est super bien passé. On a Bernard Adel, qui est un ancien du LAS. Il y a beaucoup d'anciens du LAS quand même. Ils sont là. Le LAS, si le club n'existe plus, il a été parfaitement intégré dans le club. Et il y a, tout à l'heure, avant votre émission, nous étions 8 dans les couloirs du club. Et il n'y avait que Guillaume Deville qui n'était pas passé par le LAS. Donc, pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de gens du LAS qui sont donc, qui sont au club. Donc, Bernard Adel avait la catégorie U15 et ça a vraiment été vraiment un rayon de soleil dans la section féminine parce qu'il y a vraiment une super génération, il y a du boulot qui est fait. Cette année, quand on avait fait une erreur de casting, cette année, on a fait revenir Amadou Tata, qui était à l'origine de la création de la section féminine au Sportif Capellan. Voilà. Qui est revenu donc avec une équipe d'éducateurs, Iliad Bouin, qui s'occupe des seniors, et Amadou, lui, a les U18 régionales. Ça peut pas mieux se passer. Donc, elles ont gagné tous leurs matchs en U18. On était parti pour essayer de jouer la montée en U19 nationaux, féminines. Là, c'est la montée générationnelle, c'est les filles qui auraient profité. Championnat arrêté, on ne sait pas trop comment ça va se passer. L'objectif c'est de travailler sur les jeunes pour que quand elles vont monter, retrouver la deuxième division. Voilà. Donc cette année en championnat, on n'était pas si mal que ça. On a eu un premier match difficile, puis après on a gagné les rencontres. Le championnat est arrêté. Encore une fois, on ne sait pas. Mais si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, puisque les jeunes filles qui sont là et qui montent, avec elles, on y arrivera. D'accord. En tout cas, au niveau senior, l'objectif, c'est l'accession en D2 et s'y maintenir cette fois. Oui. Oui, évidemment. Vous savez, c'est comme, parenthèse, je veux dire, l'équipe première masculine, quand on va venir à remonter, évidemment que les gens qui prennent les décisions ont tiré les enseignements de la saison dernière. Voilà. C'est un peu mon idée, parce qu'effectivement, je vous ai vu venir. Voilà, pour avoir suivi l'équipe féminine lors de la saison où elle monte en D2 avec la Coupe du Var, etc., et pour l'avoir vu évoluer la saison suivante en D2, voilà. Moi, comme d'autres, avons le sentiment que pas tout a été fait pour que celle-ci se maintienne. Voilà. Alors, à l'époque, j'étais pas. Mais j'étais au club quand même, puisque c'est l'année où je suis revenu en janvier pour m'occuper de la CFA2. Là. Donc j'ai vu les choses. Maintenant, c'était une année de fusion, une année un peu peut-être un petit peu compliquée, que ce soit pour la CFA2 masculine ou la D2. Mais bon, voilà, je veux dire après, vous savez, quand on connaît un échec, c'est là qu'on apprend. Donc les mêmes erreurs, et je pense que voilà. D'accord. Vous nous parlez de l'élite. Oui, alors donc l'élite chez les garçons, donc c'est les 19 nationaux, c'est les 17 nationaux, les 19 nationaux. Après, c'est de créer une passerelle aussi pour qu'ils puissent évoluer au minimum dans notre équipe réserve. Parce que ça, je sais que ça a été un peu dit aussi. Il y a quand même quelque chose qui est fait, qui est mis en place. Il y a quand même une passerelle, parce que c'est-à-dire qu'il y a quand même chaque année 2-3 joueurs qui intègrent le groupe de National 2. Ouais.
Si. Oui, mais après, non, mais si. dans les faits, après, ça c'est pas. Mais ça après, c'est pas tant. Ouais, ça c'est encore autre chose. D'ailleurs, ça c'est plus de la responsabilité pour moi de l'entraîneur de la une, hein, pour le coup, hein, parce que on peut former les meilleurs joueurs si l'entraîneur de la une ne veut pas les faire jouer pour des raisons qui. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Là, sur ça, on peut pas vous attaquer. Enfin, pas complètement, quoi, on va dire. Là, ce qui est fait actuellement, on est en période de non-compétition, hein, due au Covid, à la Covid, pardon. Le coach de la Nationale 2, actuellement, il est en train il a l'entraînement depuis la trêve de Noël. Il a des jeunes U19, et ce qu'il fait, c'est très bien. C'est la situation qui permet de le faire, parce que quand il a la compétition, il n'a pas le temps. Hein, on leur demande des résultats. Il y a des jeunes qui sont intégrés, hein, des gardiens de but qui ont été intégrés. Il y en a toujours un actuellement, des joueurs de champ, des U19. Voilà, moi je trouve que c'est des choses qui n'ont pas été faites depuis longtemps. Attends, je te fais juste une petite parenthèse. Tu évoquais les gardiens de but. Bon, sans spécialement polémiquer, mais le départ de Bouvet, comment tu le juges? Parce que c'était un joueur qui était assez prometteur, non? Enfin, je sais pas, un petit mot juste sur ça, vite fait. Alors, Hugo Bouvet, c'est le fils de Pascal Bouvet, que j'ai entraîné. À Brignoles aussi. Et oui, c'est le fils de Pascal. Oui, en plus, d'accord. Et oui. Je viens de faire le rapprochement maintenant. Ah, d'accord. Alors, moi, je suis en contact avec Pascal parce que je l'ai entraîné il y a 20 ans maintenant. Mais voilà, avant d'être au comité directeur, je m'occupais aussi du recrutement des jeunes. Donc, je suis en contact avec Pascal depuis plusieurs années. Donc, j'ai fait le lien avec l'UCFC pour qu'il vienne. Il a eu une opportunité. Il s'est entraîné avec la Nationale 2 quand même chez nous depuis quelques temps. Il a eu une opportunité. Il a été contacté par un club. On lui a avec promesse de contrat fédéral sur ce que quand Pascal m'a appelé pour me tenir au courant. Nous, c'est des choses qu'actuellement on ne peut pas faire. Voilà. Après, moi, j'ai donné mon ressenti à Pascal en tant qu'ami. Voilà. Après, je comprends sa décision. Hein. Il a intégré un groupe à plein temps. Maintenant, voilà, c'est un jeune. Il était en classe de terminale. Nous, on comptait sur lui. Hein. Il était première année. Il était titulaire, bien entendu. Moi, voilà, c'est dommage pour le Sporting, mais c'est peut-être bien pour le petit Hugo. Sa carrière à lui, ouais. Oui, je lui souhaite de réussir. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est toujours été ma position dans tous les clubs où j'ai été, où je me suis occupé des jeunes, c'est que quand ils partent pour jouer à un niveau supérieur, ou mieux que ce qu'on leur propose, de toute façon, on n'a pas le droit de les retenir. Hein. Parce qu'il y a ça aussi, hein, qui a changé par rapport au football d'avant, c'est qu'on n'a pas le droit de les retenir. Hein. Donc, sauf s'ils sont liés par contrat, et ce n'était pas le cas. Voilà. Mais nous, c'est un joueur sur lequel on comptait. Hein. D'accord. Justement, Yann, la signature de Reda Belkacem, par exemple, c'est un signe fort de la part du club de dire regardez, quand on a un jeune qui est prometteur, il a l'opportunité de signer, d'avoir un contrat pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. Oui. Puis, il y en a eu d'autres avant lui, hein, des jeunes issus du club qui ont signé des contrats. Bien sûr. Oui, évidemment que c'est un signe fort, mais après, Reda, ça fait quand même la 3e saison qu'il pointe dans le groupe. Hein. C'est pas un petit nouveau. Bon, voilà, il y a eu quelques petits. Il a eu des hauts et des bas. Là, il semble qu'il ait franchi un cap, donc voilà, à la demande du coach, je suppose, et voilà, le club lui a fait un contrat. Oui, ça prouve quelque chose, bien entendu. Ça prouve que les jeunes, quand ils s'accrochent, des jeunes qui ont des qualités, vous savez, des footballeurs qui ont des qualités, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Je tenais ça aussi à le dire parce que on met toujours tout sur quand un club, quand on garde pas un joueur, un jeune, quand on garde pas un jeune ou parce qu'il est plus bon ou il joue plus ou il part, on dit toujours c'est la faute du club. Mais en fait, il y a quand même une responsabilité individuelle et puis des fois, si le jeune ne réussit pas, c'est d'abord à cause de lui. Hein. Donc ça aussi, c'est quand même important de le dire parce que des fois. On peut dire sur certains jeunes qu'on les a laissés vite partir, mais c'est aussi le jeune qui est peut-être un peu vite parti et puis voilà, le jeune n'est pas toujours le gentil, le club toujours le méchant. Hein. J'aime pas trop ce discours. Oui, ça c'est sûr, mais après, des fois c'est pas le bon moment, tout simplement. Hein. Et ça a toujours été. Moi, je me rappelle quand j'étais au centre de formation, il y avait Franck Leboeuf. Il n'a pas été conservé par Toulon.
Mais à ce moment-là, il n'était pas prêt pour jouer au plus haut niveau. Ouais, il n'était pas bon. Je connaissais le frère d'un collègue qui le connaissait, il le trouvait nul, quoi. Non, mais pas, après, ça c'est exagéré. Ouais, non, mais ça, c'est les mots. Mais après, c'est pour dire qu'il. Non, mais il n'était pas prêt, il est allé ailleurs. Ça n'a pas marché non plus. Il n'était pas au-dessus. Et puis, il a fait la carrière que l'on sait. Donc, bien sûr. Il faut laisser du temps, des fois. Et puis après, des fois, de prendre de claques, ça fait avancer. Hein, et donc, voilà, quand on a du caractère, on y arrive. Mais bon, après, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Puis, on ne peut pas comparer en plus les époques parce que ça a vraiment changé. Ça, vous l'avez dit. Je trouvais que c'était un axe intéressant là, par rapport à votre sujet de la première émission. C'est dommage que ça n'ait pas été, qu'au bout de la moitié de l'émission, ça ait viré en disant, pour dire qu'au club, on faisait rien. Mais c'est un bon côté, ça me permet aujourd'hui de mettre en avant ce qu'on fait, même si, voilà, je prétends pas que ce qu'on fait, c'est parfait, hein, loin de là. Mais Yann, j'avais encore une question par rapport justement aux jeunes. Vous intervenez au niveau des STAPS sur l'université de Toulon-la-Garde, c'est bien ça? Moi, personnellement? Ouais. Oui, moi je suis enseignant de PS et puis j'ai effectivement deux demi-journées par semaine, j'interviens à les faire STAPS. Et donc j'ai une question par rapport à ça, puisque il y a 2 ans, de nombreux joueurs du Sporting ont été sacrés champions de France universitaire. Comment vous expliquez que parmi tous ces joueurs, finalement, on n'en ait retrouvé aucun en équipe première, si ce n'est le jeune gardien voilà, Libra, Marc Libra, n'importe quoi. Adrien Libra, pardon. Adrien. C'est son neveu, ou je sais pas quoi. Ça, je ne sais pas par rapport au lien. Oui, il me semble. Fait bon. Alors, Marc Libra qui était au Sporting en minime d'ailleurs. Ouais. J'ai joué contre lui, moi, à l'époque. Donc, l'équipe de France universitaire. Donc, c'est pas moi qui m'en occupe, hein, déjà. Non, mais le mérite du titre revient à Jean-Paul Perron, hein, c'est lui qui avait l'équipe, voilà, et à Xavier Muru qui le secondait à l'époque. Et puis aux joueurs, hein, parce que c'est toujours les joueurs qui gagnent. Les entraîneurs, ils perdent en général. Donc, il y a pas mal de joueurs qui ont évolué avec l'équipe réserve en R1. Morgane Leclerc, Taïva Blanchet, j'en oublie certainement. Après, c'est des jeunes, quand ils font leurs études, il y a, à Toulon, en STAPS, pour l'instant, on peut s'arrêter à la licence. Et si on veut faire la préparation, on peut faire un master qui prépare à l'enseignement, préparation du CAPES pour enseigner, on est obligé d'aller sur Nice ou Marseille. Et par exemple, Taïva Blanchet, lui, il est parti sur Lyon. D'ailleurs, je crois qu'il est capétien aujourd'hui. Hein, voilà, c'est un futur enseignant. Donc, pour des raisons inhérentes à leurs études, il y a des joueurs qui ont quitté la région. Ensuite, il y a des joueurs qui ont eu leur chance en R1 et qui n'ont pas réussi à franchir le pas parce que c'est toujours pareil, il y a quand même un fossé entre la R1 et le National et même le National 2. Surtout que, c'est la National 2 au Sporting Club de Toulon. C'est-à-dire que chaque année, Toulon, dans quelques divisions qu'ils soient, ils veulent monter. Voilà. Donc, c'est pas pareil de jouer dans une équipe qui joue la montée que de jouer dans une équipe qui joue le maintien. Voilà, donc c'est des choses totalement différentes. Ça, je pense que voilà, tout le monde peut le comprendre, ça. Donc, effectivement, il n'y a pas eu. Après, ça reste quand même, je veux dire, toute proportion gardée, ça reste quand même du niveau universitaire. C'est pas que les joueurs sont pas bons. Bien sûr, oui. Et bon, voilà, entre un niveau DH, ils avaient, hein, les joueurs, certains plus, mais même, bien entendu. Hein. Mais bon, voilà, ils n'ont pas pu tous éclore au Sporting. Et, bon, après, il y a même des gens qui ne jouent plus actuellement, hein, qui étaient dans cette équipe-là. Ça, c'est un peu triste. Hein, il y avait des bons petits gars là. On pense au petit Ronchetti, par exemple. Non, mais c'était pas Mathieu. Ah oui, Mathieu, ouais. C'est parti de l'équipe cette année-là, Mathieu. Non, mais il est passé par Staps. Tout à fait. Je l'ai eu au Sporting aussi. Hein. Oui, non, mais après, c'est aussi une des évolutions de la société, si vous voulez. Les jeunes, maintenant, quand ils voient qu'ils passent pas à un certain niveau qui les a fait rêver, la carrière amateur, ça les fait pas vibrer. Moi, par exemple, à mon époque, et puis je suis pas le seul, mais bon, j'ai 50 ans quand même maintenant, hein, mais bon, voilà, moi, j'ai pas réussi à signer professionnel, mais voilà, pour moi, j'ai rien trouvé de déshonorant que de jouer en PHA et en DHR à la vête, parce que c'est le niveau où j'ai joué après, c'est ma carrière de joueur. Au contraire, même, hein, franchement, j'ai passé 10 années magnifiques. Mais les jeunes ne sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Ça a changé. Ça, il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on l'accepte. C'est comme ça.
Bon, pas tous comme ça, hein, mais ça a changé. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Moi, j'aurais. Vas-y, Manu. Bon, je sais pas si Yann, on lui laissera une conclusion. Je voulais lui demander quels étaient pour lui les principaux axes de progression pour lui s'il devait faire un souhait là. Parce qu'au-delà des diplômes, tout ça, bon, ça c'est pour être un peu en conformité, pour avoir des labels, etc. Mais vraiment, si on pense performance, même pour les jeunes, c'est pas ce que je dirais, mais formation, bonne formation au Sporting, qu'est-ce qui manquerait selon lui? En étant un peu grande gueule, hein, peut-être. Pour revenir sur les diplômes, c'est quand même un gage de qualité. Hein, et puis c'est des obligations quand même, parce qu'on peut pas confier les enfants à n'importe qui. Non, mais ce que je veux dire, il y a la loi, et puis après, après, c'est... Alors, il y a effectivement des obligations, mais enfin, on n'est pas obligé, quand on a des U15 régionaux, d'avoir le niveau de diplôme que nous, on propose. Hein. D'accord. On est bien au-delà. Donc ça, c'est un parti qu'on a fait, c'est d'avoir un maximum d'entraîneurs formés, ça c'est sûr, et diplômés. On peut toujours s'améliorer, hein, bien sûr. Non, mais c'est même pas la question, mais si tu devais avoir même un vœu, parce que a priori, ce que tu penses, c'est peut-être pas trop réalisable ou quoi, mais ça serait quoi? Ça serait pas plus de terrain, plus de, je sais pas. Non, mais voilà, c'est ça que c'est le sens de ma question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le Sporting soit des axes d'amélioration? C'est sûr que après c'est plus il y a des responsables techniques qui sont en place. Hein. Chez nous, le directeur technique c'est Youssef Sif. On a des responsables de pôle, des responsables de catégorie. Hein. C'est pour ça que ça m'avait fait un peu réagir aussi quand vous avez dit qu'il n'y avait pas de responsable, parce que des responsables, on en a, au contraire. Hein. Voilà. C'est sûr que les conditions de travail, chaque entraîneur qui a une équipe élite, il aimerait bien de temps en temps avoir le terrain entier pour son équipe, par exemple. Ça, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre actuellement. Maintenant, je pense que tant qu'on n'aura pas retrouvé le niveau professionnel pour l'équipe 1, on ne pourra pas travailler comme peut travailler un centre de formation, avec un vrai centre de formation. Ça me permet quand même de rebondir sur le sujet de votre émission précédente. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de commentaire à faire par rapport à l'arrivée de Jean Tigana et de Christian Damiano et Richard Bettoni. Bon, pour l'instant, moi, je ne participe pas aux discussions puisque rien n'est signé. Maintenant, eux, ils se sont déjà mis au travail. Ils sont déjà venus au moins 2 fois observer comment on travaillait le samedi. Parce qu'actuellement, on ne travaille que le mercredi sur la journée, le samedi et le dimanche, puisqu'on ne peut pas s'entraîner le soir. Hein. Ils sont déjà venus un samedi et un mercredi. Ils ont eu des échanges avec le directeur technique, ce qui est tout à fait normal. Et ils ont eu aussi des échanges avec certains éducateurs pour demander ce type de questions. Vous travaillez comment? Combien vous avez de joueurs? Donc, c'est des gens qui se sont mis au travail. Moi, je vois leur arrivée d'un très bon œil, parce que si on veut avancer, il faut qu'on s'entoure de gens qui ont cette expérience-là, parce que ils ont travaillé au plus haut niveau, et en matière de formation, Christian Damiano et Richard Bettoni, je ne sais pas si on pouvait rêver mieux de cette opportunité-là qui est tendue. Enfin, moi, c'est mon opinion. Après ça, quand ça a été embrayé sur l'âge, moi je comprends que vous ayez posé cette question, parce que faut pas, voilà, on vient tous, il faut pas éluder cette question-là. Mais je me souviens que quand le centre de formation a été créé en 1985, d'ailleurs, il faut rendre hommage au président Bonadini, avec son frère Maurice, ils ont sillonné toute la France pour voir comment travaillaient les clubs, avec une personne. Cette personne, c'était Gaby Robert. Je ne sais pas si vous vous rappelez que c'est Gaby Robert qui a été le premier directeur du centre de formation du Sporting. Tout à fait. C'était pas un jeune, Gaby Robert. Hein. Et pourtant, il a mis en place quelque chose qui. Non, mais bien sûr. Il a mis en place quelque chose d'extraordinaire, parce que à la fin des années pro de Toulon, les années de D1, le centre de formation était classé parmi les meilleurs en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, non, honnêtement, non. Et l'année, moi, je n'y étais plus. Hein, et l'année de Gaby Robert, la première année, qui intègre le centre de formation, c'est David Ginola, André Blanc, Patrick Collot, Patrick Revel. J'en oublie certainement. Hein, Luc Borelli.
c'est que des gens qui ont réussi et qui ont réussi à faire des belles carrières. Donc voilà, moi Richard Bettoni, je le connais. Il est de l'aventure de la création du centre de formation de la SCAN avec Guy Lacombe. C'était son premier adjoint. Ouais, ça date un peu, hein, Yann. Oui, mais le centre. En fait, pardon, Yann, c'est pour ça que moi je m'interroge. C'est parce que là, on évoque le football il y a 30 ans. Le football a énormément évolué. Donc, c'est pour ça que je m'interroge. Si je suis un peu polémique. À l'âge et nouvelle génération. Si je suis un peu polémique et peut-être un peu méchant, mais en même temps, je le dis, son actualité plus récente, c'est Pégomas. Donc, bon. Là, ça me fait aussi. Là, actuellement, il est directeur d'un centre de formation. Hein, voilà. Mais bon, voilà. Il y a des gens qui sont. Non, mais là, actuellement, il est quand même directeur d'un centre de formation en Afrique. Donc, c'est des gens qui se sont jamais éloignés, que ce soit du football ou de la formation, et qui ont une connaissance. Moi, je pense que, voilà, pour les éducateurs que nous avons, ça va être de discuter avec ces gens-là s'ils nous rejoignent. Ça va être une plus-value, puis ça va être un enrichissement personnel. Ça va profiter au club. Pour moi, c'est sûr. Vous savez, les éducateurs, quand on est tout seul dans son coin, des fois, on aimerait bien de temps en temps avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Des échanges. Voilà. Et quand on va avoir l'opportunité ne serait-ce que de parler football avec ces gens-là, Youssef l'a dit dans le journal, hein, quand il a été interviewé. Bon, ben voilà, moi, c'est ça. Franchement, si c'est pas eux, j'espère que voilà, il y a des gens de cette trempe-là qui vont pouvoir nous rejoindre. Maintenant, voilà, j'espère que je comprends. Les négociations vont aboutir et qu'on pourra, ça sera une nouvelle marche en avant. Notre projet, c'est d'avoir toutes les équipes de jeunes au niveau élite, de former des joueurs, bien sûr d'améliorer la qualité de nos équipes élites, bien sûr. Et je pense qu'avec ces personnes-là, ça va être positif, on va y arriver. D'accord. On l'a pas, enfin si vous en avez parlé au tout début, mais on n'en a pas parlé concrètement. C'est bientôt l'heure de stopper l'émission. Le futsal du Sporting, quand on sait qu'on a une équipe dans la même ville qui évolue en première division, c'est quoi le projet? Alors déjà, c'est donc par rapport au label élite, hein, actuellement on est sur le renouvellement de notre habilitation. Le label élite, c'est le label le plus élevé, hein. Donc qu'on avait précédemment. Donc ça nous rapporte des points déjà, c'est la première chose. C'est pas négligeable, mais c'est surtout l'approche technique au niveau de l'apprentissage. Youssef, il voulait absolument permettre à nos jeunes de bénéficier donc de séances de futsal par rapport aux qualités que ça développe, hein, ne serait-ce que dans la prise de décision, les petits espaces, la technique, et le développement de la technique individuelle dans son ensemble. Voilà. Ensuite, on avait créé notre première équipe. On a été approché par Franck Lecaire, qui est notre responsable, qui avait son petit club et qui ne voyait pas comment il pouvait évoluer. Il cherchait un petit peu à donner un nouvel élan. Sinon, il avait peur de mettre la clé sous la porte. Donc, il est venu nous rencontrer, nous a présenté son projet de développement. Nous, on était en pleine réflexion. On avait mis en place l'équipe et c'est ce qu'on voulait faire. Donc, on a sauté sur l'occasion. Juste, il a un discours qui nous convient bien. C'est quelqu'un qui se forme, qui est à l'écoute. Alors, malheureusement, cette année, on n'a pas pu donner beaucoup parce que ça s'est arrêté trop tôt. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on va continuer. On va continuer à mettre en place. D'accord. Donc, dans un premier temps, enfin pour l'heure, on va dire, l'équipe futsal, enfin le futsal au Sporting, c'est essentiellement lié à la notion d'apprentissage et de formation, on va dire. Il n'y a pas encore d'ambition d'évoluer au plus haut niveau. Après, comme toute équipe inscrite dans la compétition, si on s'inscrit dans un championnat, si on fait un match, c'est pour le gagner. La dernière, notre équipe senior est partie du plus bas niveau, en D2. Cette année, on est en D1. Évidemment que si on peut gagner tous les matchs et monter, on montera au niveau régional. Et voilà. Après, on verra où ça nous mène. Mais pour l'instant, oui, la démarche initiale, c'était et aussi d'offrir à nos licenciés la possibilité d'une nouvelle pratique, sans aller dans un autre club. D'accord. Il est temps de conclure. Donc, Yann, la conclusion, c'est pour vous. Alors, moi, j'aurais aimé quand même rebondir aussi avant sur les partenariats, parce qu'il y a eu une autre période. Oui, je voulais l'évoquer, oui, moi aussi. Parce que les partenariats, moi, quand je suis passé dirigeant après mes 5 mois d'entraîneur en CFA2, je suis passé dirigeant et ma première mission, ça a été d'essayer de tisser des liens avec les clubs de TPM.
On en a rencontré une dizaine et on a réussi à signer 3 accords de partenariat, mais on n'a pas abandonné l'idée avec les autres, on a de bons rapports. Alors quand on dit les gens détestent le Sporting, je pense que c'est pas vrai. Le Sporting, ça fait parler, mais ça fait aussi rêver tout le monde. Il n'y a pas un Toulonnais qui est dans le football ici qui, si on lui propose de venir au Sporting, qui ne va pas venir. Donc, voilà, le Sporting, voilà, c'est toujours comme ça restera dans la place des Toulonnais. C'est le Sporting, voilà. Donc c'est le club phare. Donc on s'est approché des clubs. Alors c'est pas parfait. On a 3 clubs partenaires. Je vais les citer parce que vraiment c'est eux qui ont été les premiers à nous rejoindre. C'est les PTT Toulon Hôpital, hein, donc qui eux maintenant sont une seule et même entité, hein, PTT Toulon Hôpital. Ensuite on a eu l'Étoile avec Claré-Montety. Et ensuite on a c'est sur TPM, mais c'est pas un club toulonnais, mais c'est l'US Le Pradé. Voilà, avec voilà, mais c'est des clubs avec lesquels on s'entend très très bien. Bien sûr que c'est un partenariat. Il faut améliorer les choses, il faut le renforcer. J'ai entendu dire faut pas les piller les clubs, il faut pas leur prendre les joueurs avant 13 ans, mais c'est ce qu'on fait. On n'a pas attendu la démission de la semaine dernière pour mettre ça en place. Alors de temps en temps il y a des couacs. Moi je suis le relais de ces clubs. De temps en temps il y a des couacs, il y a des joueurs des fois il y a des choses qui sont pas faites comme ils devraient faire, mais on y remédie. Ils nous tiennent au courant. Le Pradé nous envoie régulièrement des joueurs. Les Toulon Hôpital, il y a des joueurs de chez nous qui font leur beau jour aujourd'hui, qui sont passés dans des catégories de jeunes qui font leur beau jour. Voilà, si on peut travailler en bonne intelligence, que tout le monde y trouve son compte. On leur envoie des invitations à chaque match. Bon, mais là, en ce moment, on joue pas. Et puis en plus, on a eu des huis clos. Donc même si on reprend, ça sera très certainement un huis clos. Mais l'année de la montée, par exemple, les PTT Toulon, ils sont venus toute la catégorie U15. Ils sont venus contre Annecy avec les parents. Ils ont passé un super moment. On fait les entrées des joueurs pour les clubs partenaires avec les petites catégories. On essaie de faire des choses, voilà. Et on avait comme projet, ça je pense que c'était pas trop mal, c'est de faire intervenir Alexandre Gasparotto, qui est préparateur physique au club, parce qu'il est toujours au club, hein, il travaille avec les jeunes. Et il devait faire une petite intervention pour les éducateurs, les nôtres évidemment, mais aussi de ces 3 clubs intéressés sur la préparation physique et l'approche qu'on doit avoir avec les jeunes par rapport à la préparation physique. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait programmé l'année dernière, le 18 avril. Et qu'on n'a toujours pas pu mettre en place. Voilà. Donc, on fait des choses. C'est-à-dire, par contre, j'ai entendu dans votre émission dire qu'il faut leur proposer des éducateurs parce qu'ils n'en ont pas. Mais ça, c'était valable il y a 20 ans. Les petits clubs, ils ont des super éducateurs qui travaillent très, très bien. On n'a pas de leçon à leur donner. On n'a aucune leçon à leur donner. Voilà. Par contre, comme on est un petit peu plus puissant, même sur le plan économique, hein, il y a des clubs qui sont en souffrance actuellement et ça, il faut pas l'oublier. Et si on peut un peu les aider, oui, mais après, on n'a pas à leur dire, non, nos éducateurs, moi je ne prétends pas que nos éducateurs soient meilleurs que les leurs. On essaie d'améliorer nous ce qu'on fait, et voilà. Et on n'a aucune animosité envers personne. Après, on a d'autres partenariats avec les établissements scolaires, parce que ce que je disais à Manu cette semaine quand on s'est téléphoné, on forme des footballeurs, mais on forme aussi des citoyens. Donc, c'est les jeunes, ils vont à l'école, on s'en occupe un petit peu aussi. Hein. On a la classe foot Pierre Puget, on est partenaire officiellement que depuis 2 ans. On a toujours eu des joueurs qui allaient là-bas, mais là, on est vraiment club partenaire dans la mesure où on met à disposition 2 éducateurs à chaque séance. D'accord. Spécifique gardien et à la personne de Rachid Elbra. Et ensuite, on a Marc Zanotti qui fait les entraînements avec Bruno Giessa qui dirige la section. On a également depuis 2 ans aussi un partenariat avec le lycée Bonaparte, c'est-à-dire que nos élèves, nos licenciés garçons-filles, quand ils sont en seconde, première, terminale, ils peuvent bénéficier d'horaires aménagés, de manière à finir un petit peu plus tôt pour venir aux entraînements ou alors s'avancer dans leur travail pour les entraînements du soir. Et puis, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on a quand même une passerelle avec Jean-Paul Perron où on a beaucoup de nos joueurs qui intègrent la filière STAPS. Donc, si vous voulez, au niveau de la scolarité, de la 6e à l'université, tout en restant dans le sport, ils peuvent... il y a un double parcours, quoi, parce que ça, c'est quand même important. Quoi. Complètement. Voilà. D'accord. Et donc, la conclusion pour Yann Bodenès. Écoutez, moi, voilà, donc une conclusion. Déjà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Quand je répète, voilà, c'était sans animosité aucune envers vos 2 invités, bien au contraire. Mais c'était juste, de l'histoire. Je voulais. Moi, le sentiment que j'avais eu, c'est que quand on regarde votre émission, c'est il se passe rien, ils font rien, en gros, voilà. Alors que c'est pas vrai, quoi. Alors certainement, ça a été dit aussi dans cette émission que ça va pas assez vite. Mais ça, en tant que supporter, vous avez le droit de le penser. Ça, mais bon, voilà, il y a un peu d'inertie. Mais on est nombreux pour faire bouger les choses. C'est pas si simple. Mais chaque année, ça avance un petit peu, quoi. Moi, si j'ai entendu dans votre émission quelque chose qui
en disant on n'a pas avancé. En disant, il y a 10 ans, moi j'y étais pas, parce que les 5 premières années j'étais fait à la Valette, et d'ailleurs quand j'étais à la Valette, on était en DH, on jouait contre le Sporting, donc ça a changé quand même. Ça a changé parce qu'aujourd'hui on est en National 2, c'est pas la DH. Oui, enfin, c'est pas tous les clubs qui. Et puis bon, voilà. Et puis en termes de structuration, voilà. Il y a toujours à faire. Quand on veut structurer un club. T'avais les 17 nationaux, il y a 10 ans. Ça a duré qu'un an. Hein. Oui, mais justement. Non, mais ça a duré qu'un an. Et si vous regardez bien, tous les clubs varois qui sont montés en 17 nationaux, à part Fréjus, dans les 10 dernières années, à part Fréjus qui s'est maintenu une fois, tous les clubs ont fait l'ascension. C'est pas ce que je souhaite au Racing, mais ils étaient partis pour le faire quand même. Donc, c'est compliqué, c'est très difficile. Nous, on a réussi à monter en 19, c'est quand même plus dur de monter en 19 que de monter en 17, et on se maintient. Donc voilà, nous, bien sûr. On travaille pour avoir les 17, et évidemment que voilà, pour pas reproduire les erreurs qui ont pu être mises dans certaines divisions, c'est pas pour faire l'ascenseur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un gros travail en amont. C'est pour ça qu'il faut anticiper sur comment on peut éventuellement, si on veut faire un recrutement élargi, la construction des chambres, voilà, par exemple. La réouverture des chambres, ça permettrait de loger cette population mineure. Et ça pourrait être, voilà. On a un autre projet, je n'en ai pas parlé, c'est aussi, au niveau de la section féminine, c'est d'ouvrir une section sportive avec nos féminines, puisque comme on vise l'accession en U19, on a des joueuses U15 de talent qui sont courtisées par des clubs du département voisin. Et c'est vrai que si on ne leur propose pas une solution, un parcours lycée avec éventuellement un internat, parce qu'on a quand même des jeunes filles qui viennent d'un petit peu loin. Déjà cette année, on a des jeunes filles qui viennent de Ramatuelle, de Saint-Maxime, de Brignoles. Si on ne leur propose pas un internat, c'est compliqué. Donc on travaille pour ça aussi. On va avoir la semaine prochaine un rendez-vous. On a déjà pris contact avec des établissements scolaires. L'éducation nationale, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il y a des structures privées qui vont nous recevoir. Et, voilà, on travaille pour ça. Donc, la conclusion, c'est qu'on travaille et qu'on essaye de gravir les marches les unes après les autres et qu'on a envie d'avancer. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est ça? On peut dire ça. D'accord. En tout cas, Yann, merci beaucoup, pour cette intervention. Pour nous, c'est important d'avoir tous les sons de cloche, comme je le dis quasiment tout le temps. Chacun vient chez nous dire sa vérité. Voilà. Donc, la parole, on la donne. Alors, voilà, on peut être d'accord, pas d'accord. Voilà. Là, c'était important que ce soit le président de l'association qui puisse intervenir pour expliquer aux supporters du Sporting ce qui concrètement a été fait. En l'occurrence, Yann, c'est pas une opinion. Il dit plus des choses factuelles. Bien sûr. Alors que nous, on peut parler. Nous, c'est plus des opinions. Nos invités d'ailleurs. Yann, c'est important après d'avoir la parole, on va dire, plus officielle et plus. C'est ça. Plus factuelle. C'est ça. Oui, parce que de toute façon, tout ce que je vous ai dit, c'est vérifiable. Et puis après, surtout, moi, l'objet de ma présence, c'était aussi de rendre hommage à toutes les composantes du club, parce que voilà, ils se sont aussi sentis un petit peu pas attaqués. Ouais, on a vu quelques réactions. Ouais, ils ont été touchés et voilà, ils bossent, donc il faut les encourager. Et voilà, mon rôle, c'était aussi de leur rendre hommage aujourd'hui. D'accord. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Encore une fois, merci à Yann. Et puis, écoutez, on espère pouvoir avoir de bonnes nouvelles quant à la reprise du football un jour. Oui, déjà. Voilà. Ouais, ça serait la première bonne nouvelle. Merci. À ce titre, portez-vous bien.